Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, nous sommes le jour de la Saint-Valentin, au lendemain d'une grosse bordée de neige. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux l'appel d'un vrai de vrai héros anonyme qui offrait ses services pour sortir ses voisins de Boucherville des bancs de neige. Un beau geste de solidarité qui a valu à François Noël, car je le nomme, merci notre héros désormais moins anonyme, de nombreux bravos et merci. Ce geste d'entraide, il est à la portée de plusieurs d'entre nous. C'est souvent fait par des petites actions qui s'accumulent au fil des ans qu'on arrive à créer un organisme tel que le Centre d'entraide Racine Lavoie. C'est en effet une citoyenne, Mme Thérèse Lavoie, qui a démarré des initiatives d'entraide avec le curé Racine dans les années 70. Plusieurs décennies plus tard, le Centre d'entraide qui porte le nom de ses fondateurs depuis leur 25e anniversaire soutient près de 2500 personnes par année. Nous aurons le plaisir de recevoir la directrice générale, Dominique Bastenier, en première partie des Héros anonymes. Notre deuxième organisme invité, Les Impatients, est associé pour moi à la Saint-Valentin parce que j'ai acheté il y a quelques années la boîte 1000 mots d'amour, une série de lettres d'amour au profit de l'organisme qui œuvre auprès des gens aux prises avec des enjeux de santé mentale. Les Impatients, au fil des années, ont également grandi. Donc, ils sont partis là, de débuts fort modestes dans un sous-sol et au fil des ans offrent des ateliers de création artistique dans 29 points de service à travers 19 villes canadiennes. Ce sera un grand plaisir de recevoir le directeur général Frédéric Palardy. Une courte pause et on accueille Dominique Bastenier, la directrice du Centre d'entraide Racine Lavoie. Le Centre d'entraide Racine Lavoie porte le nom de ses fondateurs. Et en fait, c'est au 25e anniversaire qu'on a choisi de rebaptiser l'organisme qui, en fait, offre de l'entraide aux familles, aux personnes dans divers domaines. Et on reçoit la directrice générale pour en discuter, Dominique Bastenier. Bonjour, Dominique. Bonjour. Comment s'appelait l'organisme à la base, à ses débuts? C'est tout début, il s'appelait le Centre d'entraide Saint-Eustache. En fait, au tout début, quand ça a été fondé, c'était d'abord Mariage Secours. Donc, le but, c'était le début des divorces, les difficultés, tout ça. Donc, quand Mme Lavoie a commencé au tout début, ça s'appelait Mariage Secours. Puis, rapidement, c'est devenu le Centre d'entraide Saint-Eustache. Ah, d'accord. Est-ce que ça a des liens avec... je sais qu'il y a eu certaines décennies, il y avait des organismes là, ça n'a pas rapport à Mariage Encounter. Non. Non, à ma connaissance, non. Je ne suis pas encore ici, mais à ma connaissance, non. Parce que je sais que cet organisme œuvrait vraiment dans l'aide aux couples. Il y avait aussi des ateliers de préparation au mariage. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Ça avait peut-être des liens au départ, là, qui se sont inspirés, mais je pense qu'il n'y avait aucun lien avec ça. C'est peut-être Mme Lavoie qui aurait pu nous le dire, mais elle n'est plus de ce monde. Oui. Mais c'est ça, c'était au début, mais c'est rapidement devenu le Centre d'entraide Saint-Eustache. Puis, au 25e anniversaire, ça
Ça a changé de nom parce que nous, on couvre un territoire de MRC. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, on est sur la rive nord, puis on couvre la MRC de Deux-Montagnes, donc qui sont les îles le long du lac des Deux-Montagnes, depuis Saint-Eustache jusqu'à Saint-Placide. Et souvent, avec Saint-Eustache, les gens pensaient qu'il fallait habiter à Saint-Eustache pour pouvoir bénéficier de nos services, alors que non. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, c'est le temps de changer de nom. Puis, pour trouver un nom, l'organisme a donné le nom des fondateurs. Donc, le curé Racine et Madame Lavoie. Et Madame Lavoie, effectivement. Donc, nos héros anonymes à l'époque, c'est ça, ils étaient anonymes et humbles, j'imagine. Oui, tout à fait, parce qu'elle a commencé au tout début dans sa cuisine avec 7 enfants. Donc, c'était dans sa cuisine qu'elle recevait. En fait, sa cuisine et la bâtisse, c'est de l'autre côté de notre rue. C'est la même rue, donc c'est la bâtisse en face du bâtiment qu'on occupe présentement. Donc, elle a commencé dans sa cuisine, dans son salon, elle a impliqué son mari, ses enfants à ce processus-là. Puis, 1 an ou 2 plus tard, ça devenait trop petit, puis ils ont déménagé dans la bâtisse qu'on occupe depuis lors, sur la rue, puis qui à l'époque appartenait au Club Richelieu, qui était un club de gens d'affaires. Mm-hmm. Donc la bâtisse leur appartenait, puis ils la prêtaient gratuitement à l'organisme. Okay. Donc, expliquez-nous ce que fait le Centre d'entraide Racine-Lavoie maintenant, puis on reculera ensuite un peu dans l'histoire pour voir comment ça a évolué. Oui, mais en fait, le centre d'entraide, qu'est-ce qu'on offre comme service? En fait, on rejoint une population qui rencontre des difficultés financières et sociales. C'est notre majeur. Donc, on offre différentes activités et services pour ces personnes, principalement, je dirais, en sécurité alimentaire. Donc, c'est sûr qu'on a un volet de dépannage alimentaire, mais également, on a développé des activités de cuisine collective, autant pour des familles, pour des adultes, et également un projet qui est une cuisine collective qu'on appelle boîte à lunch, où c'est les parents qui préparent les lunchs pour leurs enfants qui vont à l'école, de la maternelle au secondaire 5. Donc, on a développé beaucoup d'expertise dans la région au niveau donc, de ces projets de cuisine collective. Mais on offre aussi de l'écoute et de la référence. Donc, on est un pilier ici sur le territoire. Donc, les gens souvent vont nous appeler parce que ça le dit, on est un centre d'entraide. Mm-hmm. Donc, il y a des intervenants qui écoutent, qui regardent la situation des gens et les orientent vers les différents services ou organismes de la région ou dans nos propres activités à nous. Et comme la cuisine collective, les lunchs et tout ça. Oui. Donc, si je comprends bien, pour les lunchs, c'est qu'on se réunit entre parents pour faire une activité qu'on fait de toute façon, mais à la dernière minute, là, le soir, avec un peu de brou dans le toupette, puis c'est ça. Oui, effectivement. Et pour les gens à faible revenu, il y a une subvention, un financement qui est donné. Donc, pour que ça leur coûte moins cher. Donc, on leur demande une petite contribution de l'ordre de 5 $ par enfant, mais pour faire les 5 lunchs de la semaine. Et avec les collations, puis les fruits. Donc, c'est vraiment des lunchs équilibrés. Ils reçoivent un thermos. Et plus pour les enfants du primaire. Là, on sait qu'au secondaire, les thermos, c'est moins gagnant. Ça va être plus à ce moment-là des salades ou des sandwichs, mais pour les enfants du primaire, ils ont même un thermos, donc ils font vraiment des repas équilibrés. Là, c'est pas juste des sandwichs rapides. Là, c'est vraiment et chaque groupe est autonome, donc chaque groupe peut choisir les recettes, les menus qu'ils veulent faire. Et ils font leurs propres achats. Donc, ils vont regarder évidemment les spéciaux de la semaine, mais ils vont s'organiser pour les achats, tout ça. Donc, on vise beaucoup sur l'autonomie aussi des gens, leur participation pour ces activités-là. C'est sûr qu'il y a toujours une intervenante qui est présente. Oui, c'est ce que j'allais vous amener, si c'est accompagné, parce que j'imagine qu'à travers l'activité alimentaire, on a l'occasion de communiquer différentes notions économiques. Oui, tout à fait. Économique, puis on sait que travailler en groupe, c'est pas toujours facile non plus, parce qu'il y a des gens qui se connaissent pas, il y a des gens de différents milieux. Donc, effectivement, ça apprend aussi toute la communication, le réseau social, les économies, puis bon,
bon, elle est là aussi s'il y a la gestion de groupe, tu sais, s'il y a des incompréhensions, des petits conflits, mais c'est vraiment minime. Mais l'intervenante est là pour travailler avec le groupe, pour que tout soit harmonieux aussi, puis que tout le monde reparte avec des bons lunchs, puis de bonne humeur après l'activité. Parce que ça demande quand même une bonne matinée, là, c'est quand même productif, là. Ils font à peu près, c'est sûr qu'on a des cuisines, c'est pas des cuisines de restaurant, là, c'est des cuisines, pas si familiales, mais bien équipées. Donc, ils peuvent être à peu près 4-5 par an, puis ils cuisinent des fois pour 10 enfants, mais ils font 5 lunchs, donc ils partent en partageant, mais ça fait quand même beaucoup de casseroles et de gros chaudrons là pour préparer tout ça en 3 heures, là, une demi-journée. Mais c'est, j'imagine, aussi une connaissance de économiquement ce qu'on peut cuisiner qui est moins dispendieux, mais aussi au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut privilégier, parce que spontanément, il me revient en tête là, l'un de nos invités il y a quelques semaines qui agissait un peu au niveau de l'insécurité alimentaire et qui disait que c'était pas rare qu'il ait vu des enfants qui partaient avec une sandwich au ketchup là, comme lunch. Ah oui, ouais. Tout à fait, effectivement. Donc, non, ici, tu sais, ça va être vraiment basé sur des repas équilibrés. Puis, en fait, c'est un tout, hein. C'est qu'il y a la sécurité alimentaire, mais en même temps, ça permet aux enfants d'être performants à l'école, d'être présents à l'école. Puis on vise beaucoup aussi, puis j'avais déjà fait une entrevue notamment pour une fondation. Puis qu'est-ce que je disais aussi, c'est le parent aussi, tu sais, la fierté du parent de faire à manger pour son enfant, c'est quand même un acte d'amour. Puis l'enfant qui est fier d'arriver avec un beau lunch à l'école. Puis en plus, on aime beaucoup. En fait, ce projet existe depuis une vingtaine d'années ici au centre. Et qu'est-ce qu'on aime beaucoup aussi dans ce projet, parce qu'il y a plein de belles initiatives, comme des petits déjeuners et tout ça, qu'on n'enlève pas. Mais ici, l'enfant n'est pas catégorisé. Il n'y a personne qui sait que c'est peut-être que c'est un enfant dont les parents n'ont pas beaucoup d'argent puis qui sont dans le besoin. Il va à l'école avec son lunch comme tous les autres enfants. Puis il fait même l'envie des fois d'autres enfants parce que son lunch est super beau, super équilibré. Donc, c'est aussi un plus pour cet enfant-là, puis de se dire que c'est son propre parent qui lui a fait son lunch. Donc, c'est une portée encore même plus grande que juste la sécurité alimentaire. Absolument. Là. Je vois tous les regroupements que vous faites. Mais est-ce que les heures d'ouverture font en sorte que des parents qui manquent de temps ou qui manquent d'idées, mais qui n'ont pas nécessairement d'enjeux financiers, peuvent aussi participer? Ou c'est vraiment réservé? Oui? Non, mais en fait, c'est sûr que nous, notre majeur, c'est des gens à plus faible revenu, mais on est ouvert. Le projet est ouvert à tout le monde. Donc, même des parents qui ne sont pas dans le besoin peuvent participer à l'activité. C'est juste que là, à ce moment-là, ils payent le plein prix. Là. Il n'y a pas de subvention. Et on a toujours des cuisines, tu sais, c'est ouvert à des groupes qui voudraient venir ensemble faire à manger. On a déjà prêté des locaux, plus à des cuisines collectives, des mamans, tu sais, qui voulaient juste faire à manger ensemble pour que ce soit économique, mais on leur a juste prêté nos locaux. La cuisine, puis ils sont venus même, je pense que c'était un dimanche, puis ils ont fait ensemble à manger parce qu'ils voulaient, puis il y en a qui sont déjà venus faire des conserves, ces choses-là. Puis même les boîtes à lunch, ça pourrait être pour autant qu'on ait de la disponibilité dans nos cuisines, parce qu'on est quand même pas mal occupés. Mais oui, il y a une ouverture où les gens peuvent même être introduits dans un groupe qui existe déjà. Ils vont avoir juste à payer la totalité du groupe, puis il n'y aura pas de financement qui sera accordé. Dominique, on va compléter par le bloc alimentaire avant de prendre une petite pause. Je sais que vous faites aussi de la transformation alimentaire. Oui, en fait, la transformation alimentaire, c'est un projet qui vise à transformer les surplus alimentaires, soit parfois, en fait, nous, on a une distribution alimentaire, puis cette distribution alimentaire, elle est approvisionnée par Moisson Laurentide. Donc, c'est eux qui nous apportent les aliments. Donc, nous, on ne cherche pas spécifiquement à aller chercher des aliments partout. C'est vraiment avec Moisson Laurentide qu'on travaille. Des fois, on a quand même des petits dons de commerçants alentours qui nous donnent du pain, des légumes.
Et aussi dans notre distribution alimentaire, des fois on a des surplus. Ça paraît fou, mais des fois on a des surplus parce que on sait que les distributions alimentaires, les moissons, ils tout donnent tout ce qu'ils reçoivent. Ouais. Puis des fois on a une quantité énorme de bananes qu'on n'est pas capable de passer aux gens, ou des citrouilles. Nous, les gens sont à pied, donc des fois c'est lourd. Donc il y a des choses qui passent moins, mais on les transforme pour faire des plats. Qu'on congèle et qu'on redonne aux distributions alimentaires suivantes, ou qu'on met dans un frigo collectif au printemps, l'été, l'automne, qu'on a ici à Saint-Eustache, ou encore pour faire du dépannage. Donc, tout ce qu'on a en surplus, ou que les gens, nous, dans notre distribution alimentaire, les gens, on prépare pas des boîtes. On a toujours eu le principe que les gens on met tout sur les tables et les gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Comme ça évite de donner des boîtes, puis les gens, il y a des choses qu'ils n'aiment pas puis qu'ils jetteraient. Oui. Donc, ils peuvent prendre qu'est-ce qu'ils veulent, aussi en fonction de leur goût. En fonction que s'ils trouvent que les légumes n'est pas beau, ils ont le droit de ne pas le prendre. Donc, des fois, il y a des choses qui sont moins populaires ou tout ça. Tout ça, on le transforme, on fait des plats et on le redistribue de différentes façons, je dirais, à travers des projets qu'il y a dans la communauté ou directement dans notre propre milieu. Je vois qu'il y a une belle réflexion sociale et de rentabilité à travers tout ça. Dominique, je vous propose de faire une courte pause et j'aimerais discuter après des autres services, dont les cliniques d'impôt, parce qu'on entre bientôt dans cette période. Effectivement. Si. De retour en studio au Héros Anonyme, nous recevons cette semaine Dominique Bastonnier, directrice du Centre d'entraide Racine Lavoie. Donc, on a vu en premier bloc à quel point l'organisme a des approches judicieuses pour réussir là, à nourrir de différentes façons, à transformer, à rien perdre, tout ça dans une... je trouve qu'il y a beaucoup de respect des gens dans leur autonomie, je trouve, dans votre approche, Dominique. Parlant d'autonomie, là, il y a tout un domaine là, où c'est pas toujours facile d'être autonome. C'est les fameux rapports d'impôts qu'on doit faire là, chaque année. Pour certaines personnes, là, ça amène des enjeux. Et là aussi, le Centre d'entraide Racine Lavoie, vous êtes présent pour aider. Qu'est-ce que vous faites? Effectivement, le centre, oui, c'est un de nos gros projets, la clinique d'impôt, qui va commencer très prochainement, là, au début mars. C'est une grosse organisation. C'est les cliniques d'impôt, en fait, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais les cliniques d'impôt, il y en a un peu partout à travers le Québec. C'est des initiatives, entre autres, de Revenu Québec et Revenu Canada, qui accréditent des organismes tels que le nôtre, mais on a d'autres à Sainte-Thérèse et partout au Québec, comme je le mentionnais, pour faire les rapports d'impôts pour les gens à faible revenu. Donc, eux, ils ont vraiment des créneaux, là, des montants d'argent, là, comme si on était en couple tout seul, avec des enfants, etc. Et c'est sûr que c'est pour faire des impôts quand même relativement simples. Là. On rentre pas, il ne faut pas que les gens ont des maisons, des épargnes énormes, etc. Donc, c'est vraiment quand même des impôts assez de simples, base, mais malgré tout... Malgré tout, oui, des fois, il arrive qu'il y a des gens qui oublient certaines aides auxquelles ils auraient droit parce qu'ils ne le savent pas. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement, puis en plus, on le sait de plus en plus, puis c'est que les impôts sont indispensables pour avoir tous les crédits d'impôt auxquels on a droit, les allocations familiales, le supplément de revenu garanti, pour pouvoir avoir accès à des logements sociaux, il faut faire ses rapports d'impôt, donc puis j'en oublie là, les personnes handicapées, les répits, en tout cas, il y a plein de choses qu'il faut avoir fait ces rapports d'impôt pour avoir droit à ces crédits d'impôt-là.
Donc, c'est une nécessité. Puis, pour nous aussi, depuis toutes les années, c'était important que ce soit quelque chose qu'on offre parce que ça permet quand même aux gens moins nantis de pouvoir récupérer des fois des montants d'argent qui leur permet d'améliorer un peu leurs conditions de vie. Donc, la clinique d'impôt a commencé, je pense, au tout début qu'ils avaient créé ça, là, cette initiative-là, dans les années, fin des années 80, donc début 90. Donc, ça fait 35 ans que la clinique d'impôt 36 existe ici au centre. Ça a pris de l'ampleur, puis on sait, on est parti du papier, puis maintenant on est vraiment informatisé, là, c'est envoyé électroniquement. Mm-hmm. Donc, c'est des équipes de bénévoles qui font ça. Ah oui, combien de bénévoles et combien de personnes vous aidez chaque pour année? les préparateurs, parce que c'est toute une organisation, pour les préparateurs, on a environ, je vous dirais, presque 10 bénévoles préparateurs. Mm-hmm. Et on a aussi environ 5 à 7 bénévoles qui sont plus dans l'accueil des personnes, dans les appels téléphoniques. C'est toute une organisation, là. Je pense que l'intervenante qui s'occupe de ça, la coordonnatrice, elle commence déjà à préparer tout ça avant le temps des fêtes. Là, elle le prépare là. Nous, on a toujours l'impression qu'on est encore dans les impôts, là, parce que ça finit jamais. Puis, après ça, on a 10 semaines vraiment intensives, là, où on fait les rapports d'impôts de l'année qu'il faut faire, là. Donc, pour cette année, c'est les impôts 2024. Pendant environ 10 semaines, là, ça va commencer début mars pour finir fin avril. Et c'est ça, les gens viennent avec leurs documents, on fait tout leur rapport d'impôt. Puis l'année dernière, on a fait plus de 1960 rapports d'impôt. Oui, dans ce laps de temps-là, donc en 10 semaines. C'est sûr que là, on double, hein, parce qu'on a le fédéral et le provincial, là. Donc, mais ça veut dire on a frôlé, on a aidé plus de 1000 personnes de notre communauté là à faire, puis on répond pas à la demande. Avez-vous besoin d'autres bénévoles? On peut lancer... Ben non, là, c'est trop tard parce que l'année prochaine. Il faut qu'il soit enregistré. C'est tout un processus. Hein, il faut qu'il soit enregistré auprès de Revenu Québec et Revenu Canada parce qu'il y a quand même une enquête, là, de savoir... Oui. Puis là, ils reçoivent, parce que maintenant, c'est informatisé, donc il faut aussi que les gens soient familiers avec les formulaires sur Internet, puis ils ont comme une clé pour envoyer. Donc, tout ça, c'est un processus, puis ils en donnent un certain nombre. Donc, pour cette année, on est à pleine capacité, puis on ne pourrait pas en prendre plus, parce qu'il faut aussi les locaux, il faut les installer, il faut les ordinateurs. Ça, on en reçoit quand même, mais des portables. Parce que chaque bénévole a son propre ordinateur là, pour faire ces rapports d'impôts-là. Et mais on continue des fois dans le courant de l'année à en faire pour ceux qui sont en retard aussi, parce qu'on a aussi ce programme-là pour faire les rapports d'impôts en retard. Donc des gens on en a déjà eu là qui, pour différentes raisons, ont pas fait le rapport d'impôt pendant 5 ans, 6 ans, ben on peut remonter puis on peut faire les rapports d'impôt pour qu'ils puissent bénéficier de tous les crédits auxquels ils auraient droit aussi, là. Donc, ça peut être des personnes, des fois, qui ont été dans la rue ou raison, là. Des affiliés du système, comme on dit. Vous avez nommé, Dominique, des formulaires et logements sociaux. Je sais que c'est deux domaines aussi dans lesquels vous intervenez d'une manière ou d'une autre. Entre autres, comment aider à remplir différents formulaires, parce que je pense qu'il y a quand même un haut niveau de personnes analphabètes fonctionnels, et je pense peut-être à des immigrants qui ne maîtrisent pas nécessairement le français. Et Dieu sait que les formulaires ne sont pas toujours simples à remplir. Oui, effectivement. Ça, on offre sur rendez-vous, évidemment, mais on offre l'aide pour remplir des formulaires. Ça, c'est ouvert à tout le monde, hein, peu importe peu importe les revenus, là, il n'y a pas de critères de revenus. Effectivement, on peut aider les gens à compléter des formulaires parce qu'effectivement, on a quand même une forte proportion de personnes aussi qui sont analphabètes ou qui sont analphabètes fonctionnels, là, comme on dit. Mais quand on rentre dans des formulaires, c'est comme complexe. Nous-mêmes, des fois, quand on a des formulaires, on les regarde, puis on les remplit pareil, mais on se dit, je me suis trompée, pas trompée. Donc, des fois, c'est des termes et tout. Donc, oui, on va aider toute personne qui a besoin d'aide pour des formulaires gouvernementaux. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans les choses juridiques, là, on s'entend.
parce que là, c'est un autre domaine, puis on rentre pas dans... Mais tout ce qui pourrait être un formulaire, justement, pour les offices municipaux d'habitation, tu sais, c'est quand même assez ardu comme formulaire. Ça demande beaucoup de choses. Un formulaire voyons, Logement social, la pension, oui. chercher allocation familiale. Des fois, on a aussi des demandes, mais ça, c'est différent, mais quand même, il faut, mais ne fût-ce que d'avoir son certificat de naissance. Mm-hmm. Tu sais, il y a bien des gens, là, pour différents... Puis ça, on en a besoin pour plein de choses. Donc, il faut écrire au directeur de l'état civil. Des fois, c'est pas dans la même province. Il faut trouver où. Donc, on va aider aussi dans le processus, aider les gens à avoir les bons formulaires puis à les compléter. Donc, et les immigrants, entre autres, aussi, où c'est pas toujours évident. Même si quand on prenne le français, quand on tombe dans des formulaires, des fois... Oui, c'est ça, il y en exactement. a certains, des fois, qui sont même traduits. Hein? Mm-hmm. Donc là, la traduction n'est pas toujours claire. Donc, effectivement, tu sais, ça donne... On a parlé de l'Office municipal d'habitation. Je sais que le Centre d'entraide Racine-Lavoie, c'est particulièrement illustré là, pour toute son aide au niveau du logement social aussi. Oui, ben c'est sûr que le logement social et le logement est essentiel et on se rend compte que ça gruge et on en parle de plus en plus. Je pense que j'écoutais hier les nouvelles. Ça gruge de plus en plus le budget des ménages ou des personnes, même beaucoup les personnes seules, parce qu'on sait que les personnes seules, ils ont moins de revenus des fois même que des familles avec enfants. Donc, ça gruge beaucoup. Donc, on a toujours dit qu'il fallait que les gens puissent se loger de façon adéquate et que ça coûte le moins cher possible. Donc, on a toujours été porteur au moins de projets ou d'accompagner des initiatives en logement communautaire, social, abordable. Il y a plein de thèmes maintenant. Donc, on a fait partie pendant plusieurs années ici du conseil d'administration de l'Office régional d'habitation, entre autres, parce que pour nous, c'est essentiel le logement. Puis on le voit que de plus en plus de familles, ça devient difficile. Et dans quoi on coupe le plus après, ça va être probablement dans l'alimentaire ou dans d'autres choses. Parce que donc, tout est relié. Tout est relié oui. et vous tenez compte de ça dans votre, oui, votre tout offre à de fait, service. Tout à fait. Puis avoir un bon logement aussi, ça va faire du bien au sentimental, en tout cas on le voit. Puis bon, on ne se cachera pas, la crise de l'itinérance et tout, c'est beaucoup en lien, on en parle beaucoup avec le problème de logement. Donc, Dominique Bastonnier, on va sur votre site Internet si on veut en savoir davantage? Oui, tout est là. On a une infolette aussi, donc les gens peuvent s'inscrire, ils reçoivent toutes les informations de tout ce qu'on fait, de tout ce qui s'en vient. Donc, il y a pas mal d'informations. On a une page Facebook, Instagram. Donc, on est quand même... on essaye d'être le plus visible possible. Bien, on est très heureux d'avoir pu y contribuer aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique Bastonnier, directrice du Centre d'entraide Racine-Lavoie. Merci, Dominique. Merci à vous. Bonne journée. Vous écoutez Les Héros anonymes avec Chantal Doré. Je me suis procuré, il y a quelques années, comme cadeau de Saint-Valentin, de mois à mois, ce coffret de lettres d'amour, 1000 mots d'amour, qui soutenait l'œuvre essentielle de l'organisme Les Impatients, qui aide les gens aux prises avec des enjeux de santé mentale par le biais notamment d'ateliers de créativité. Et nous avons, j'étais en fait impatiente de recevoir le directeur général Frédéric Palardy. Bonjour Frédéric. Bonjour Mme Doré. Doré qu'on dit, hein? Oui. Ah, vous avez une voix de radio. J'adore les cadeaux de moi à moi. C'était un magnifique projet. Je crois pas que ça revient cette année. Hein. Je pense que c'est d'autres activités de financement cette année. Oui, en fait, les coffrets, on en a fait une dizaine. Et dans le contexte actuel, des impatients, mais aussi de la vente de livres. Oui. Le contexte est un peu plus difficile, donc on saute au moins une année, c'est certain. Oui. Ceci dit, il y a toutes sortes d'activités de financement, on en parlera plus tard, mais je veux vraiment comme voir un peu comment
ce parcours-là, parce que j'étais impressionnée de voir les débuts modestes de l'organisme et de voir qu'aujourd'hui, vous êtes présent dans 29 points de service. Oui. C'est une belle progression. Donc, racontez-nous un peu le parcours là, des impatients. D'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, les impatients, on vient en aide aux gens qui ont des problématiques en santé mentale. Mm-hmm. Ce qu'on fait, c'est des ateliers de création artistique. On a, effectivement, comme vous dites, on a eu un début très modeste. Il y a 30 ans de cela, à l'hôpital qu'on appelait Louis H. Lafontaine à l'époque, et qui maintenant est l'Institut en santé mentale universitaire de Montréal. Ma mère, qui est la fondatrice des impatients, donc il y a 30 ans. Ah oui, quelle belle... Donc, Lorraine. Exactement. Oui, Lorraine, je me dis pour les intimes, mais pour les intimes... Vous, c'est peut-être maman ou... de façon très, très large. Oui. A eu l'idée géniale, et il faut le mettre à l'époque, là, de faire un atelier créatif à l'hôpital avec des patients. Et à cette époque-là, des patients qui avaient des cas très lourds, là, schizophrénie, bipolarité, donc qui vivaient sur place. Et elle a fait un atelier sporadique d'une durée de 2 semaines. Et après ça, ils ont ramassé leur truc, comme on dit. Et ils sont retournés à leur vie. Et il y a une adjointe, une secrétaire à l'époque, qui a appelé ma mère et qui a dit « ils font la file devant l'atelier ». Ah oui. Oui. Elle avait vraiment semé quelque chose. Définitivement. Et elle a décidé, à ce moment-là, ma mère avait une galerie d'art et fait marquant là, pour l'époque également. C'était la première femme qui était la directrice de l'Association des galeries d'art contemporaines de Montréal. Donc, elle a décidé de partir les impatients dans un modeste local à Pointe-aux-Trembles. Eh bien, 30 années plus tard, moi, j'ai pris la relève il y a 11 ans. Et 30 ans plus tard, on est présent dans 29 ou 30 sites. Là, vous avez dit 29, mais ça bouge. On donne des ateliers, donc de Shawinigan à Mont-Laurier, en passant par toute la rive sud, en Estrie, à Laval, un peu partout, à travers le Québec. Et donc, on offre des ateliers à plus de 950 personnes par semaine. Wow! Oui, on commence à être présent. Et qui en fait, anime ces ateliers? En fait, ce sont des artistes qui animent les ateliers. C'est important de noter, c'est que on n'est pas ésotérique du tout, là. On est vraiment associé avec... Ésotérique? Est-ce qu'on vous a déjà reproché ça? Je dirais qu'au début des ateliers d'art, avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on aurait peut-être tendance à croire que ça peut être un peu un passe-temps, disons. Mais on fait vraiment partie du rétablissement en termes de santé, c'est-à-dire qu'on est affilié avec les hôpitaux psychiatriques à travers le Québec. Ce sont eux qui paient pour les services. Nous, on offre, quand on dit qu'on a 30 sites, des sites avec un espèce de tout inclus. On appelle ça une franchise sociale. Ils paient pour nos services, on fournit l'artiste, les matériaux, on trouve le site, toujours le plus beau site, c'est aussi très important. J'imagine, parce que l'art, c'est où on le fait aussi. La beauté, c'est large, mais c'est aussi dans quelles conditions on exerce les ateliers. C'est une belle nuance que vous apportez. Oui, ça, ma mère naît, oui, encore beaucoup. Quand je donne toujours le même exemple, pourquoi on décore chez nous, pourquoi on met de l'argent chez nous, c'est pour se sentir bien. Alors, le site est très, très important. La façon dont on traite ce qu'ils font aussi, je reviens au fait que ce sont des artistes, la plupart des artistes professionnels de haut niveau qui donnent les ateliers. Donc, c'est vraiment la création qui fait le job. On n'est pas
c'est pas de l'art-thérapie, mais bien de l'art thérapeutique. On vient pas sur l'œuvre. C'est de la pure création. Quelle est la différence, Frédéric Palardy, entre des ateliers d'art-thérapie et d'art thérapeutique? En art-thérapie, on va, souvent ça va être en groupe, et on va analyser l'œuvre qu'on fait. On va revenir sur l'œuvre, revenir sur les émotions. Ça fonctionne, c'est prouvé ça aussi, mais nous, on a choisi de faire plus l'art thérapeutique qui, lui, bien, le bien-être se retrouve dans le fait de créer. Oui. Bon, de se rassembler également, là, on brise l'isolement et tout, là, mais le bien-être passe par la création. Donc, ce n'est pas, tandis que dans l'art-thérapie, on se sert de l'art pour parler des émotions, tandis que là, on est vraiment dans la création. On met vraiment la création artistique à l'avant-plan. À l'avant-plan, et après, on a, en plus que ça, c'est qu'on traite la création comme une vraie création. Les Impatients, on a une des plus grandes, sinon la plus grande collection d'œuvres d'art hors normes en Amérique du Nord. Donc, le participant crée et il choisit, il peut ramener son œuvre, il peut conserver son œuvre, mais il peut aussi la donner à la collection des Impatients et il y a un comité de sélection. On a même des œuvres qui sont à Lausanne, on a fait des expositions à Paris, à New York. Wow, bravo. Et on peut, je crois, participer à peut-être vouloir acquérir. Ça, c'est une de vos activités de financement, je crois, l'expo en camp. Oui. D'ailleurs, il y en a une qui commence parce qu'on en a plusieurs à travers le Québec. Il y a la principale à Montréal à tous les automnes. Mais il y en a une qui commence à Repentigny dans la magnifique salle au Centre d'art Diane Dufresne et ça commence la semaine prochaine, en fait, le 23 février. Est-ce que Diane a déjà été parmi vos artistes? Oui. Oui? Wow! Et, donc, pour revenir sur Parle-moi d'amour, donc c'est un encan qui regroupe des œuvres faites en atelier à Repentigny. L'atelier est justement dans le Centre des Arts. Pour ceux qui savent c'est quoi le Centre des Arts, c'est un magnifique Centre des Arts donc à Repentigny. L'expo a lieu là, combiné à une exposition de la collection des Impatients, ce qui est magnifique, et combiné également avec une exposition du Centre des Arts. Donc, c'est un espèce de 3 pour 1 du 23 février au 12 mars, je crois. Excellent. Le message est passé à nos auditeurs et j'irai peut-être vous visiter. Je trouve votre œuvre vraiment remarquable. Qu'est-ce que l'art... comment l'art contribue à ce rétablissement, Frédéric? Bien, de plusieurs façons. La première, il ne faut pas se mentir, c'est qu'on crée des ateliers où on est bien. On crée des ateliers où on favorise justement cette création-là. Et je fais souvent l'analogie, moi, je suis un créateur, mais pas artistique, mais j'ai un potager. Alors, mon potager, c'est mon lieu où je me sens bien. Je me sens dans ma zone. Je le planifie des mois à l'avance. J'aime jouer dans la terre. Donc, une espèce d'arbre de paix. Et quand on crée, ben, c'est là où notre cerveau nous amène, puis on se sent un peu à l'abri de tout. C'est beau, ça. Et après, on est fier de ce qu'on fait quand on le montre. Donc, je prends nos ateliers, par exemple, à la DPJ, parce qu'on fait aussi des ateliers avec les jeunes. Quand on fait des expositions et que les œuvres sont au mur et qu'ils montrent ça à leurs parents, il y a une fierté. avec qui souvent ils ont des difficultés, là, ils sont fiers d'eux autres. Ils sont plus fiers de leur mauvais coup. Ils sont fiers de la création qu'ils ont faite. Est-ce que ces ateliers comme ça, en centre jeunesse, c'est l'un des 29 points de service? Oui. C'est devenu une grande partie des Impatients. On s'est diversifié beaucoup. Je parlais tantôt des cas graves, là, ou lourds plutôt, au début. Maintenant, avec la pandémie, mais
même pré-pandémie, les problématiques de santé mentale sont tellement larges qu'on en fait un peu pour tout. On a de la musique, on a des bandes dessinées, on a un band, on a une chorale, on fait des ateliers pour les jeunes à la DPJ, hors DPJ, avec les militaires, post-traumatiques, oncopsychiatrie, femmes en difficulté, donc tout ce qui peut aider là, à se sentir un peu moins angoissé et anxieux. Avez-vous des ateliers pour la Trump-anxiété? Ben, c'est ce que je m'en dis. Par les cours, à peu près tout le monde en a besoin. Ouais. Que ce soit la Trump-anxiété, l'anxiété de performance, Ouais. les jeunes qui est terrible, l'anxiété environnementale, l'anxiété de la vie, point. Donc, on est dans la bonne business, malheureusement. Oui, là, j'allais vous dire, vous ne manquerez pas de travail pour les prochaines années. non, malheureusement, là, on est Ouais. un peu victime des coupures dans le domaine de la santé. Oui. On n'est pas les seuls, on n'est pas les pires, mais ça complique, disons, notre tâche. On continue à développer le plus qu'on peut, mais ça nous freine, disons. Vous dites les coupures dans le domaine de la santé. De votre côté, ou malheureusement, c'est que globalement, ça contribue à faire en sorte à vous amener de nouveaux impatients? Ben, en fait, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas le choix, qui ont dû couper Mettre fin à leur association, aux ateliers? Exactement. Donc, mettre fin avec certains... pas les sites. Pour le moment, on n'a pas perdu des sites, mais ce qu'on a perdu, c'est des séances d'ateliers. Ouais. Donc, on coupe dans les séances. Ensuite, nous, on a dû couper dans certains sites parce qu'on a des pertes de budget. Et l'autre problème que ça entraîne, c'est que comme ils sont en coupure budgétaire, mais le développement, c'est pas la première chose qu'ils veulent faire. Et est-ce que, outre les hôpitaux, est-ce que vous êtes... Et bon, le financement des activités, est-ce que vous bénéficiez de subventions au niveau de la culture? Oui, la culture nous aide, mais vous savez, C'est encore un domaine où, récemment, même à Tout le monde en parle dimanche dernier, on parlait des coupures dans le domaine de l'art et de la culture là, qui se font sentir partout. Exactement. Donc, à ce niveau, disons qu'au niveau gouvernemental, les prochaines années s'annoncent très difficiles. C'est pour ça si on survit aux impatients, c'est parce que notre financement est assez diversifié. Je vous parle de mes ateliers, bon, c'est une portion du financement, mais on a des activités de financement comme les Parle-moi d'amour. On se tourne vers le privé également. On est, disons, il y a même un bingo qui redonne des fonds aux impatients. Donc, on est assez diversifié et assez imaginatif, disons. Ouais. Frédéric Palardy, je vous propose une petite pause et on continue à parler de votre imagination là, pour continuer votre œuvre. Avec plaisir. Nous poursuivons notre entretien au Héros anonyme avec Frédéric Palardy, directeur général des Impatients, quelques décennies après sa mère, Lorraine, qui a fondé l'organisme. Je trouve ça très beau, Frédéric, ce parcours. J'imagine que votre mère a eu une grande influence dans votre envie de redonner, parce que je regarde votre parcours, vous êtes avocat de formation, vous avez travaillé aussi en milieu corporatif. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez été appelé à vouloir devenir directeur général? Oh, l'histoire est assez longue, mais je faisais déjà On peut prendre quelques minutes. Oui, comme vous avez dit, je suis avocat. Ensuite, j'ai travaillé pour une grande entreprise. Et à ce moment-là, bon... l'entreprise, j'ai eu, comment dirais-je, je travaillais pour le grand boss et
Le grand boss s'est fait licencier, et quand le grand boss se fait licencier, ses proches collaborateurs, voilà le monde de la business, et c'est bien correct. J'ai pris une pause de réflexion, et à ce moment-là, ma mère, les impatients prenaient beaucoup d'ampleur. Et il y a quelqu'un qui m'a approché et il m'a dit pourquoi tu ne prends pas la relève? J'ai sauté dedans. Ce qui est un peu étonnant, c'est que j'ai des parcours. Moi, j'ai un parcours j'avais appris les impatients. J'avais travaillé 6 ans comme avocat à Montréal, 6 ans à l'ONU et 6 ans en entreprise. Et là, donc, j'avais des 6 ans. Et là, aujourd'hui, je suis rendu à 11 ans avec les impatients. Ça doit être signe que... Ben, il y a quelques-uns de nos héros anonymes au fil des semaines là, qui sont justement des gens qui ont fait de gros changements de parcours professionnel et tous nous disent qu'ils sont très heureux d'avoir fait ce changement, même si dans certains cas, ça amène des pertes de revenus, mais qu'ils sont payés autrement. Oui, définitivement. Je viens contre l'entreprise privée, mais en faire de la vente et offrir des ateliers de création à des gens en difficulté, je peux dire que c'est beaucoup plus enrichissant. Ceci dit, j'imagine que votre parcours d'apprendre à faire de la représentation au niveau de tout ce qui implique aussi le milieu corporatif, le droit, ça vous a amené des compétences qui aujourd'hui, en tant que directeur général, doivent aider les impatients à se développer puis à avoir des plans d'avenir qui sont solides? Oui, on parlait du financement tantôt, on parlait des franchises, le droit, c'est toujours pratique dans tout. Oui, définitivement que j'utilise mon parcours du mieux que je peux pour favoriser et faire en sorte que les impatients soient pérennes. Mais il ne faut jamais sous-estimer, c'est tellement un travail d'équipe. Oui. Vous êtes combien d'ailleurs aux impatients? Combien d'employés et bénévoles? Ben, à la base, il y a nos artistes, là, près de 45 artistes, je crois. On doit être proche de 50 même. Ils sont à la base de tout, parce qu'ils sont sur le terrain. Et ensuite, on est près de 15 à l'administration pour faire rouler cette business. Donc, ça commence à être une vraie business. Et dites-moi, on parlait juste avant la pause là, d'être innovateur dans le financement. Si vous aviez à donner des conseils justement aux gens qui œuvrent dans des OSBL, parce qu'on en entend beaucoup ici au Héros Anonyme et à peu près tout le monde a ces doléances-là au niveau du financement. Et j'ai l'impression que vous avez su trouver des façons de faire différentes qui peuvent être inspirantes. Ben, le premier conseil que je donne toujours, là, je me fais approcher des fois par des jeunes, plus jeunes en tout cas que moi, essayer de diversifier. Beaucoup sont dépendants ou du gouvernement ou d'un donateur. Donc, le plus possible, et d'être indépendant. Moi, j'ai toujours tenu beaucoup à mon indépendance. Donc, et commencer par oui. Commencer par oui? Oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous approche avec une idée folle pour que ce soit un encan, que ce soit une vente, que ce soit pour un événement, commencez par dire oui. J'adore. Ça d'allure, on ne le fait pas. Mais, vous voyez, créatif, puis, mais quand on commence par oui, ça mène loin des fois. Donc, je comprends que vous êtes créatif dans le produit que vous offrez, mais aussi dans vos façons de faire. Ben, il faut, hein. C'est cohérent. Oui, puis on fait quand même de l'art, donc on fait de la création. J'ai la chance, encore une fois, de travailler avec plusieurs artistes. Ça aide à être créatif, justement, que ce soit au niveau du financement, au niveau des événements. Vous savez, c'est un peu dans l'historique des impatients. Là. Il y a une tour, pour ceux qui connaissent bien Montréal, là, il y a une grande tour en face de l'hôpital l'Ouest, La Fontaine, la tour Névigant qu'on appelle, il y a peut-être 25 ans.
Moi, je n'étais pas là, mais ma mère, ils l'ont illuminé, je crois que c'était 30 000 lumières, bien avant le sapin de Saint-Tite. Oui, c'est ça je pensais, justement. C'est ça je pensais. Oui. Ouais. On fait des encans d'œuvres faites par des mélangés donc avec des artistes professionnels et des participants. Et aujourd'hui, il doit y avoir 25 organismes qui font la même chose. Et ma mère dit toujours, si on est copié, c'est parce qu'on est bon. Oui, effectivement, c'est un bon signe. Vous avez nommé être indépendant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, pas dépendre, par exemple, d'un donateur, dépendre seulement du gouvernement, qui peuvent, à un moment ou à un autre, prendre un peu le contrôle, parce que si ce donateur-là décide qu'on doit aller là, mais que ça va contre vos valeurs, ben, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. Oui, donc ça vient de pair avec se diversifier, ça limite justement notre dépendance. Je pense que c'est, en tout cas, sans vouloir aller dans la politique, puis la Trump-anxiété, j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont beaucoup à l'ordre du jour, là, la diversification ces temps-ci. Oui, effectivement. Puis aussi dans le mode de fonctionnement, quand je disais commencer par oui. Oui. Vous avez quelqu'un toujours en haut de vous qui vous dit fais attention à ci, fais attention à ça. C'est difficile d'être créatif. Ah, vous avez tellement raison. On le voit au gouvernement, on le voit à beaucoup de niveaux dans les grandes entreprises. Moi, je fais affaire avec des grandes entreprises. Avant d'avoir un oui sur un truc aussi banal qu'un communiqué de presse, des fois, c'est long. Oui. Absolument. Je trouve ça bien aussi comment vous avez nommé vos valeurs, parce que souvent, quand on voit des valeurs organisationnelles ou des valeurs d'organisme, c'est un mot, et j'aime que vous faites une combinaison. La liberté dans la création, le courage dans l'action, la passion à travers l'art. Il y a vraiment une manière de nommer vos valeurs aussi qui est à la fois originale, mais porteuse. Comment vous en êtes venu à dire c'est comme ça qu'on a envie d'exprimer nos valeurs? Ça vient beaucoup de Robert de Thune. Robert de Thune est l'ancien président de Rona, qui a de très grandes valeurs et qui a su les conserver malgré le fait qu'il travaillait une business pure. Et pour lui, c'est très important, justement, il faut toujours que ce soit des valeurs actives et non des valeurs passives. Oui. Donc, pour que ce soit actif, il faut qu'il y ait du mouvement. Ben, s'il y a du mouvement, ça commence dans les valeurs. Et Frédéric, je voudrais pas passer sous silence. Là, je sais que vous avez eu une vie qui a développé des capacités très grandes, mais vous avez été challengé en 2023. Je pense qu'il y a eu... les impatients ont été victimes d'un incendie. Oui, majeur. En fait, de ces temps-ci, je dis qu'on a eu la pandémie. Vous êtes impatients parce que ça aussi, ça a mis des freins énormes là, avec nos participations avec les hôpitaux et tout le reste. On a eu l'incendie, donc, à la maison mère où c'était au monastère. Au monastère du Bon Pasteur. Donc, il a fallu tout recommencer. Et là, on est en train de se relocaliser. Et cette année, on a les coupures de 1,5 milliard. Donc, on est résilient comme nos participants. C'est exactement le lien que j'allais faire. Je sens beaucoup de cohésion, Frédéric, dans ce que vous nous expliquez. Mais nos participants, vous savez, se lever tous les jours là, pour venir à l'atelier. Il faut être très résilient quand la vie te porte des coups durs. Ils sont très inspirants, alors. Merci d'être avec eux pour les aider à se rétablir. Donc, son envie d'aider les impatients, on va sur votre site Internet? Sur le site Internet, venez nous voir à Repentigny et venez nous voir bientôt là, au mois de mai. On va avoir un site, un hub
comme je l'appelle, un hub extraordinaire dédié à la santé mentale. Ça va être magnifique. Mais on en prend bonne note et je rappelle l'Expo Encamp Parlez-moi d'amour à Repentigny du 23 février au 12 mars. Merci beaucoup, Frédéric. Un dernier mot en ce jour de la Saint-Valentin. Oui, allez-y. Joyeux Saint-Valentin à tous et surveillez les panneaux sur l'autoroute. Il y a 35 panneaux, les immenses panneaux autoroutiers financés par l'Auto-Québec et c'est écrit Parle-moi d'amour en cette belle journée. Bien, merci de nous avoir dit oui, justement, Frédéric. Merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin et bon succès aux impatients. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je note également pour notre premier organisme, le Centre d'entraide Racine Lavoie, qui a un yogathon le 6 avril à Saint-Eustache. Et moi, je donne tout plein d'amour à notre équipe. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré au micro. Je fais cette émission avec beaucoup d'amour. J'espère beaucoup que ça vous inspire à aider nos organismes, que ce soit par du temps, par de l'argent ou tout simplement pour vous inspirer à être encore plus créatifs dans vos propres milieux. Je vous invite à nous écouter nos autres épisodes sur canalem.vuesetvoix.com. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très bientôt.